nouvelle forme un peu contrainte par les circonstances de ces conversations au carré. Je ne vous cache pas à tous et notamment à vous, chère Anne-Sophie Stefanini, qui êtes notre invitée, que j'eusse préféré que nous soyons ainsi qu'il est dit dans ce néologisme odieux que nous pratiquons depuis quelque temps en présentiel, mais enfin bon, Mhm. contre mauvaise. J'aurais vécu pour vous entendre dire ce mot en Euh, présentiel. mais, C'est moi aussi, je suis pas très fier de moi là-dessus. fait. Mais je suis particulièrement heureux quand même que vous soyez mon invité ce mois-ci, enfin en ce début du mois de juin, pour une raison simple, c'est que il était prévu de longue date que vous le soyez, que vous veniez nous trouver à Saint-Médard. Les événements ont fait que ça n'a pas été possible, mais sachez que ce n'est que partie remise parce que je ne doute pas, je ne douche pas, si je me douche, mais je ne doute pas que nous aurons l'occasion de vous recevoir à nouveau pour votre prochain livre, car je ne doute pas que le prochain livre, il y est. À propos de livre, je vais le montrer tout de suite. Il est paru au début de l'année, aux excellentes éditions Gallimard, un livre qui s'appelle Sept inconnus, et qui répond bien à son objet, parce que finalement, je me suis rendu compte que même si on se connaissait un peu dans la vie tous les deux, la lecture de ce livre me prouve combien vous m'êtes fondamentalement inconnu, et ce livre ne correspond pas du tout à ce que son programme, si j'ose dire, pouvait me faire craindre. Je m'explique. Vous aviez des craintes. Oui, j'avais des craintes, bien sûr. Je confesse, et on va en parler, on va peut-être commencer par cet inconnu, puis ensuite on va dériver un petit peu au fil de votre œuvre, de votre travail aussi, et puis de votre rapport extrêmement étroit à la lecture. Je confesse euh, avoir peu de connaissances par rapport à vous ni de l'Afrique, ni des littératures, et a fortiori, enfin, c'est pas forcément vrai, mais des littératures africaines. Et je pensais vraiment que c'était de ça dont il est question, et c'est de ça dont il est question, mais de bien autre chose aussi, et d'une façon d'aborder l'Afrique sur un plan très urbain, et j'hésite pas un seul instant, je crois deviner que que le compliment ne va pas vous déplaire, enfin je l'espère, sur un plan enfin, sur une façon de faire qui n'est pas sans me rappeler de manière assez frappante la manière de faire depuis toujours de Patrick Modiano en termes de ville, de nuit, d'errance. Ça ne me déplaît pas. Je sais pas, on peut bien commencer comme ça. Alors, je vais peut-être être un petit peu incorrect avant de revenir sur cet inconnu, mais parce que je pense que votre nom chante quand même aux oreilles de pas mal de gens dans ma région, et je me permettrai juste de dire, parce que je crois que c'est pas un secret, que Non. et pour cause, vous êtes la fille de Patrick Stefanini, qui n'est pas écrivain, qui est un grand commis de l'État, comme on dit, et qui a été préfet d'Aquitaine pendant longtemps. 2 ans. On en a 2 ans, je crois. 2 ans, mais ça nous a paru pas plus long encore. Enfin, on en a gardé. Non, non. Dois-je comprendre que vous avez vécu à cette période dans ce magnifique bâtiment enfin, vous devez certainement connaître la préfecture d'Aquitaine, du Ceux coup. qui écoutent ne se diront pas que, enfin, non, ne déduiront pas de ma réponse que je suis une mauvaise fille, mais je suis venue le voir une fois, Une fois seulement, bon, d'accord. lorsqu'il était préfet de région, et j'ai dormi dans ce lieu illustre et très beau et chargé d'histoire. Voilà. Mais on Absolument. a depuis, on a depuis toujours le souci avec beaucoup de pudeur dans la famille, et ça tient à ce qu'on est, à notre manière de très peu se parler de nous. Voilà.
Non, non, mais c'était... n'en parlons plus du coup et passons elle a raison parce Pour que vous mettre à l'aise. pour être sûr, ces conversations au carré ne consistent pas uniquement à inviter des enfants de préfet, mais bel et bien des romanciers et des écrivains, ce que vous êtes. Mm. Euh, Ma première question, en fait, elle est assez classique. C'est une question de genèse. On va commencer par ce livre-là qui vient de sortir et qui a encore, j'espère, quelques latitudes à être plus et mieux connu, parce que c'est vraiment un des très beaux livres que j'ai lus en ce début d'année 2020. Sachant quand même que j'ai relu Flaubert et Fitzgerald, donc vous voyez. Mais non, je plaisante, mais Mm. c'est beaucoup moins ennuyeux que Flaubert quand même. Mais euh, euh, Rien que ça. bon, j'en arrête avec les compliments vaseux. Mm. Comment comment ça, comment un livre comme ça naît? Est-ce qu'il y a une espèce c'est la question que je pose toujours, pardon, mais d'illumination claudélienne derrière le pilier de Notre-Dame, ou est-ce que les choses s'imbriquent peu à peu avec des allées, des Mm. retours, des doutes, voilà. Est-ce que dans le cas de ce livre-là, sans vouloir être indiscret le moins du monde, bien sûr, vous pouvez nous expliquer ça? Le livre, il a plusieurs, il naît de façon, il naît plusieurs fois. Je crois qu'il naît de l'écriture des deux précédents, de Vers la mer et de Nos années rouges, et qu'il est dans la suite évidente de ce que je cherche quand j'écris. Le premier, c'était sur les traces de l'aventurière Isabelle Eberhardt, qui meurt très jeune en Algérie au milieu de ses manuscrits. Bon, c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être sur On y reviendra, oui, bien sûr. la figure littéraire et la femme qu'elle était et ce qu'elle a pu inspirer. Et puis, après Vers la mer, il y a eu Nos années rouges, où j'essayais de comprendre l'épopée, l'aventure de ces pierres rouges qui, après l'indépendance de l'Algérie, décident de partir vivre en Algérie et de soutenir la jeune nation indépendante. Et étrangement, vous allez me dire... Pardonnez-moi, je vous interromps, Anne-Sophie. oui, Vous avez bien dit de ces pieds rouges. C'est ainsi oui, qu'on oui, les nomme, ce qui est assez peu connu. oui, Donc, on exactement. connaît les Noirs, beaucoup moins l'histoire des Rouges, mais on y reviendra. Et Je vous- évidemment, le lien entre une fille qui cherche la trace d'une aventurière disparue et une femme pied rouge qui part en Algérie avec l'histoire de cet inconnu peut sembler a priori très lointain. Mais il y a évidemment un rapport à l'histoire, à la politique, à l'engagement, aux idéaux révolutionnaires que j'essaye comme ça de tisser de livre en livre. Et à l'Afrique. Et et à l'Afrique, évidemment, évidemment. Mais de façon, en réfléchissant à la façon dont cet inconnu est né, je sais de façon certaine que écrire sur le Cameroun, écrire sur l'histoire camerounaise de la guerre d'indépendance méconnue euh, ou connue de trop peu grâce à des ouvrages formidables de spécialistes et d'historiens qui s'y sont intéressés et de raconter le Cameroun d'aujourd'hui, ça a été ce qui m'a donné envie d'écrire. Ça, c'est évident. Parce que je découvre le Cameroun à 16 ans. Je pars 2 mois avec un professeur d'histoire dans le cadre de cours donnés à des enfants. Bon, l'aventure est longue à expliquer, mais ce qui l'est moins, ce qui est plus court à expliquer, c'est le choc initial de cette découverte. J'ai 16 ans, je connais absolument rien de l'histoire africaine, de la littérature africaine. Et comme un coup de foudre, grâce aux étudiants, aux professeurs que je rencontre, ils me parlent à la fois de l'histoire de leur pays et de la littérature africaine. Et ça, grâce à eux, je lis Mongo Betty, Sonny Laboutansi, Birago Diop, Wole Soyinka, Fanon, littérature africaine et antillaise. Et ça décide de tout. Et je crois que ensuite, je retourne très régulièrement au Cameroun tous les ans, dans le même cadre, et puis pour retrouver mes amis. Et puis sans doute avec l'idée secrète de chercher à écrire
un roman sur cette histoire et sur cette illumination et sur la dette que j'avais vis-à-vis de ce pays et des gens qui m'avaient accueilli. Et ensuite, concilier le coup de foudre initial avec mes obsessions autour de l'histoire et de la Révolution, ça a été toute la trame romanesque qui a été mise en place avec l'histoire d'une femme qui part seule vivre et enseigner à Yaoundé dans les années 80-90, à un moment clé de l'histoire moderne camerounaise, et qui, un soir de mai 91, disparaît brutalement. Juste pour information, pourquoi un moment clé de l'histoire camerounaise? Enfin, Parce que, mais vous le savez maintenant, le Cameroun est indépendant en 1960 et en 1982, Paul Biya prend la tête du pays, et il y est toujours, ça fait 37 ans. Et dans les années 90, il va y avoir des mouvements de contestation, d'opposition, ce qu'on a appelé les opérations Ville morte, et une sorte de soulèvement qui vient à l'origine de l'université, des conditions de vie des étudiants qui réclamaient dans les amphithéâtres, dans les cités universitaires, de meilleures conditions de vie, d'études. Donc il y a un début de volonté d'opposition, de transition démocratique, et une sorte de réflexion à ce moment-là, dans ces années-là, sur que s'est-il passé depuis l'indépendance, quelle est cette indépendance pour laquelle on s'est battu, et on a payé le prix fort, parce que la guerre d'indépendance a été lourde en vie humaine et en drame, et en martyr oublié. Et évidemment, il y a, dans les années 90, porté par l'opposition étudiante, par les journalistes, par les leaders de l'opposition, une volonté de changement, de révolution et d'indépendance véritable. Et c'est réprimé de façon assez dure. Des journalistes sont emprisonnés, des étudiants sont emprisonnés ou tués ou disparaissent. Et l'héroïne de cette inconnue, Catherine, qui est une Française et qui est partie vivre en 82 à Yaoundé, est prise, et on le comprendra tout au long du livre, et c'est tout l'enjeu du texte, de se demander qu'est-ce qu'elle est venue faire au Cameroun, pourquoi est-elle partie et pourquoi a-t-elle disparu. Elle est prise dans ce mouvement et sans doute elle disparaît en lien avec ce qui se joue à ce moment-là. Alors, c'est amusant parce que, après tout, un lecteur a toute légitimité de contredire un auteur, vous m'accordez ça. Oui. Moi, dans ma lecture, j'ai tendance à dire que l'héroïne de votre livre, c'est moins cette Catherine qui va disparaître que ces deux enfants, un qui est à elle, l'autre qui était un petit voisin, je crois. Hein, ces deux enfants inséparables quand ils vivaient près de cette Catherine-là, qui s'appellent respectivement Constance et Ruben. Et que c'est ce qui donne son poids, parce que c'est le vrai sens de ma question, si vous voulez, c'est pas tellement de dresser un hit-parade des personnages, c'est vrai que ça, aussi que vous me parliez de Constance et Ruben, mais c'est ce qui me paraît donner toute sa force, comment dire, lyrico-tragique au livre, quoi. Et que ces personnages, tout ce que vous venez de me raconter est absolument passionnant, mais demeure, pardonnez-moi, mais demeure, ce qui est le principe, hein, virtuel. Ensuite, il faut en faire un roman. Alors, c'est vrai qu'une femme disparaît, c'est quelque chose déjà. Mais est-ce que Constance et Ruben, si vous voulez bien nous en dire quelques mots plus précis que ce que je viens de faire d'ailleurs, ne sont pas les véhicules du romanesque dans le livre, à proprement parler? Alors, pour parler de ces Est-ce que je vous êtes choqué quand je vous dis que pour moi, pas du tout. les véritables héros du livre, c'est Constance et Ruben plus encore que Catherine, parce que ce sont ceux qui sont là et qu'elle Non, et les celles moi, qui... j'ai une lecture un tout petit peu différente, parce que
j'avais envie de raconter l'histoire de deux générations et de parler de la façon dont chaque génération, dont je vais parler pour que ce soit plus clair pour ceux qui nous écoutent, chaque génération se saisit d'un moment d'histoire et la façon dont ces générations peuvent se battre ou sont les témoins impuissants de ce qui se passe. Et donc, pour moi, il y a la génération de Catherine et de Jean Martial. Catherine est donc professeure, elle part vivre à Yaoundé. Jean Martial est journaliste dans un journal d'opposition fameux au Cameroun qui s'appelle Le Messager. Et se noue entre eux ce qui me semble être aussi un véhicule romanesque, une histoire de guerre, d'amour, de révolution, de transmission et de deuil. Et puis il y a la génération en dessous d'eux qui sont leurs enfants. Constance, la fille de Catherine, Constance qui naît à Yaoundé et qui va y vivre jusqu'au moment de la disparition de sa mère, jusqu'à ses 9 ans, et qui est une enfant de Yaoundé et une enfant de l'absence, une enfant de la disparition. Et puis il y a Ruben, qui Et est le fils de... Constance qui n'a pas de père à proprement parler, Non, sa mère l'élève toute seule. Hein. oui, Ouais. oui, oui. Il y a comme ça des mystères des origines que le livre, comme chaque livre que j'écris, n'essaye pas de lever et qui sont des éléments donnés au lecteur. Oui, elle ne connaît pas son père. Et ça n'a pas d'importance. C'est pas un ressort c'est pas un secret. Voilà. C'est pas de l'ordre du secret. Et Ruben, lui, il est le fils de Jean Martial, le fils du journaliste emprisonné en 91 et il est le meilleur ami de Constance. Donc il y a cette génération combative qui pensait véritablement faire la révolution et obtenir une vraie indépendance. Et puis il y a la génération de leurs enfants qui savent et qui vivent aujourd'hui soit l'un à Yaoundé, l'autre à Paris, mais qui savent le prix à payer des révolutions et, et qui ne peuvent pas vivre l'engagement de leurs parents de la même manière. D'abord parce qu'ils ne le souhaitent pas, parce qu'ils ont été marqués par la mort ou la disparition, et puis parce qu'ils ont une manière d'embrasser l'histoire et les figures héroïques révolutionnaires différentes. Et ça fait d'eux, c'est peut-être pour ça qu'ils vous plaisent tant, mais, et moi aussi, des personnages écartelés entre deux mondes, entre deux vies, entre deux âges. Euh, Mais un même chagrin. le même chagrin, oui. Ouais. Ça, c'est communément partagé. Exactement. Sachant que donc Constance, parce que je ne crois pas qu'on l'ait dit, repart vivre à Paris où elle trouve un boulot de veilleuse de Bah, nuit. elle a 9 ans, elle a 9 ans, elle est élevée par sa grand-mère, par la Ouais. mère de Catherine, à Paris. Et elle va essayer de mettre ses pas dans ceux de sa mère, comme tous les enfants qui grandissent avec beaucoup de questions et beaucoup d'inconnus. Et puis elle se rendra compte que c'est impossible et elle va trouver un travail de nuit dans un petit hôtel près de la gare du Nord à Paris, tout en mettant de l'argent de côté pour faire sans cesse le voyage entre Paris et Yaoundé, Ouais. ce qui est une manière pour elle de retrouver sa mère sans la retrouver. Et en gardant le contact avec Ruben, qui lui est resté à Yaoundé, où il exerce également un travail de nuit, puisqu'il est taxi de nuit. Mm. Si je dis Ouais, pas de... c'est un chauffeur de taxi la nuit. Et lui aussi, cette génération-là, si elle ne peut pas vivre, si elle se contente de vivre la nuit, si elle roule dans Yaoundé ou si elle tient une réception d'un petit hôtel de la gare du Nord, c'est parce qu'elle ne va placer son existence, enfin en tout cas au moment du roman, et j'espère que plus après, sous le signe de l'attente, de la recherche, de la quête. Et ça se fait la nuit, ça se fait dans le silence, ça se fait dans l'obscurité d'une voiture avec les phares qui éclairent des visages, mais qui les éclairent mal, avec les silhouettes qui passent et qui ressemblent tous à Catherine ou à Jean Martial, donc aux disparus. Et ça se fait dans une réception d'un hôtel parisien où on est anonyme
où on peut passer son temps à écouter des nouvelles du pays, donc du Cameroun, mais sans y être parce que on ne sait pas exactement où on doit vivre, où on doit aimer, qui. Voilà. Alors, C'est des gens dans l'attente. on peut dire de Constance et Ruben, selon une formule que j'aime bien, que la vie n'y arrive pas très bien. Non, ils n'y arrivent pas très bien. Euh, euh, on peut dire aussi euh, qu'ils sont tous les deux, c'était le titre d'un beau livre de Sarah Chiche que nous avons reçu d'ailleurs aux Conversations Carrées, qui s'appelait Les Enténébrés. Ce livre aurait pu s'appeler d'une certaine façon Les Enténébrés aussi, sans que ce soit anormal. Alors, on a parlé des personnages. Moi, je voudrais parler d'un dernier personnage qui est à la relecture qui ne me quitte pas. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur quand une œuvre, que ce soit une œuvre littéraire, cinématographique et tout ça, prend un personnage de cette nature. C'est pas un être humain, c'est la ville de Yaoundé. C'est-à-dire, je trouve que vous, alors je ne connais pas Yaoundé, mais j'avais vraiment l'impression que vous avez échappé à l'écueil d'une espèce de, comment dire, vision un peu touristique ou enfin un peu qu'on retrouve beaucoup quand on parle d'Afrique. On sent les gens qui se sont contentés de juste y passer quelques jours. Là, Yaoundé est montré comme une ville, j'allais presque dire occidentalisée, avec ses grands hôtels, avec ses grands, enfin, avec ce mélange de pureté et d'impureté totale. Yaoundé est montré la nuit en plus, ce qui facilite ça beaucoup. Et la description de la ville me paraît essentielle et la ville être vraiment au cœur de ce récit. Vous êtes d'accord? Bah, ça me fait très plaisir. Moi, c'est vrai que je Je voulais que m'exprime mal, hein, excusez-moi, non, je voulais que Yaoundé trouve une place extrêmement importante parce que c'est une ville poétique, fascinante, terrible, dure, violente, charmante. J'avais envie de le montrer, évidemment, par ses aspects nocturnes, les bars, la fête, euh, les maquis, les lieux où se jouent toutes les frictions, toutes les violences, tous les possibles, mais aussi enfin, ce qui fait une ville, les bois, les églises, les écoles. En tout cas, cette ville que j'ai dans le cœur et qui vit, enfin, qui est là en permanence, j'avais envie que le lecteur puisse se dire qu'il est derrière Ruben et Ruben conduit la voiture et il passe de lieu en lieu et qu'il comprenne le cœur battant de cette ville et, et la fascination, mais pas une fascination, enfin je voulais que ce soit pas une fascination de carte postale ou une fascination morbide, je voulais lui montrer euh, par l'histoire, donc par des éléments historiques, l'université, l'hôpital, euh, la cathédrale, euh, comment une ville naît et quels symboles s'attachent à chaque lieu. Euh, par sa lumière, par ses, enfin voilà, j'avais envie d'un vrai portrait de ville, et aussi peut-être ce dont je m'en rends compte. Je sais que j'ai beaucoup parlé du rapport de la génération de Catherine et de Jean Martial à l'histoire, hein, parce que il y avait cet élan démocratique, parce qu'ils étaient eux-mêmes les héritiers d'une génération qui s'était battue pour l'indépendance, qui avait combattu, qui avaient été ensuite tués ou expulsés ou exilés du Cameroun pour leurs idéaux. Mais Ruben comme Constance vivent aujourd'hui dans ce Yaoundé, dans cette ville, dans ce pays, en 2019, en 2020, avec eux aussi un rapport à l'histoire et à la politique qui est très vivant, c'est-à-dire que les choses ne se sont pas arrêtées, l'histoire ne s'est pas arrêtée. Il y avait pour Catherine et Jean Martial
la guerre d'indépendance et puis les mouvements de protestation. Pour Ruben comme pour Constance, hein, il y a les mouvements qui s'apparentent à une guerre civile dans les régions du sud-ouest. Hein. Il y a les actions terroristes de Boko Haram dans le nord, hein, et la façon dont le pouvoir de Yaoundé s'en sert. Il y a les mouvements de protestation d'opposants, de journalistes, d'écrivains qui, voilà. Et donc, ce sont aussi des âmes combattantes, mais ils combattent à leur manière. Bien sûr. Alors, j'aimerais quand même que, puisqu'on arrive dans la deuxième partie de cet entretien, qu'on élargisse un petit peu la focale, si vous voulez bien. Et vous demander tout à la fois si vous avez toujours su que vous écririez des romans et pourquoi et comment vous vous êtes senti autorisé à en écrire un. C'était donc Vers la mer, votre premier roman, qui est paru aux excellentes éditions Jean-Claude Lattès en 2011. On va y revenir. Mais voilà. Je le dis tout de suite, vous êtes éditrice par ailleurs, donc vous êtes dans un rapport double, ce qui arrive pas si fréquemment que ça d'ailleurs, à la création littéraire, puisque l'édition est proprement et d'abord et j'espère le restera un métier de création littéraire. Mais ça ne fait pas nécessairement les éditeurs des romanciers. Voilà. Est-ce que vous saviez que un jour vous auriez rendez-vous avec un roman, voire ce qui a été le cas avec des romans? Je savais que est-ce qu'on sait ça? Je crois que je vivais déjà depuis toute petite et encore davantage après mes 16 ans, au milieu des livres, au milieu des histoires, avec l'envie d'en raconter. Mais ça, je pense que beaucoup peuvent avoir besoin des livres pour vivre et pour exister, et se nourrir d'histoires sans pour autant écrire. Alors, chercher ce qui a déclenché l'obsession, la quête et l'écriture, j'ai essayé de réfléchir. Et je sais qu'il y a une chose qui revient en permanence et qui continue à m'habiter aujourd'hui quand je réfléchis au livre que j'ai envie d'écrire. C'est vraiment l'idée de la disparition, comment on raconte une vie. Et peut-être que j'ai été marquée petite par mes disparus, les disparus des autres, et par l'impossibilité de raconter leur histoire. Que finalement on échoue, on dit mal, on choisit un élément d'une biographie et on passe à côté de l'essentiel, de ce qu'était cette personne, de ce qui constituait son cœur, son âme. Et donc on meurt deux fois, on meurt et puis on meurt dans la façon dont les autres se souviennent. Et je crois que ça, le souvenir des disparus, le souvenir de nos morts et leur mémoire, ça a été le vrai acte où j'avais envie non pas de rendre ça possible, parce que je continue à croire qu'il y a de l'ordre de l'impossible dans raconter une vie, mais trouver un moyen de faire exister, de dire ceux qui ne sont plus, de retrouver une trace, de retrouver... Et dans le cas du premier roman, Isabelle Eberhardt, bien sûr, il y avait la biographie sublime d'Edmond de Charleroux, que j'ai lu adolescente et qui était mes 1001 nuits à moi, mon odyssée. La vie de cette femme, on aurait pu la raconter de 1000 manières et choisir la manière dont moi j'avais de tisser un roman autour de cette histoire, c'était d'imaginer une fille d'aujourd'hui qui voyage avec sa mère, comme Isabelle Eberhardt avait pu le faire en son temps en allant en Algérie. Et comment cette fille d'aujourd'hui imagine l'aventure aujourd'hui possible, l'ailleurs, la route, le chemin, la perdition, l'existence. Voilà. Et pour cette inconnue, ça a été la même chose. Ça a été bien sûr la vie de cette femme, de cette Catherine qui part enseigner à Yaoundé en 82, qui tombe amoureuse et qui meurt. Elle est presque insaisissable, mais Qui meurt, qui disparaît. Qui disparaît.
Je me Je permets. laisse peu d'espoir au lecteur, hein, quand même, je crois. Mais ce qui là est de l'ordre du roman, vous l'avez dit, c'est la quête, c'est la façon dont elle continue à vivre pour ceux qui l'ont connue et qui n'auront de cesse de la chercher. C'est la façon dont elle a laissé une trace à Yaoundé. Elle sera toujours, je crois que Constance le dit, pour moi, ma mère sera toujours présente dans cette rue de Biémassi, au milieu de ces arbres. Voilà, et ça, c'est une manière c'est ma manière d'écrire. C'est mon obsession. Mais en passant par par des armes proprement romanesques. On aurait pu imaginer que ça puisse y aller vers quelque chose qui soit, oui, moins romanesque, plus déstructuré, Mm. pourquoi pas autofictionnel. Enfin bon, enfin, tout peut s'envisager. Mm. Plus vers le récit, on appelle ça les exofictions désormais, ce qui est Mm. un petit peu le cas du premier quand même, mais pas vraiment. Euh, voilà, vous avez quand même besoin de passer par le prisme d'un certain, et c'est pas du tout une critique, à partir du moment où c'est bien fait, d'un certain romanesque traditionnel, quoi. Oui. Qui correspond pas nécessairement à tout ce que vous lisez, par ailleurs. Est-ce que je publie? Ah, non, Non? ça c'est encore autre Ah, chose. d'accord. Euh, je- J'imagine que, enfin, je suis pas sûr qu'il faille publier uniquement les livres qu'on aime. Enfin, vous me direz. Mais Il faut pas publier les livres qu'on rêve d'écrire soi-même, ça c'est sûr. Mais ouais, non, c'est vrai que j'ai sans doute besoin d'une forme romanesque relativement classique ouais. au regard effet des formes dont vous avez parlé, euh, du récit littéraire ou d'une modernité qui passerait par un jeu, par une mise en scène, moi c'est vrai, je suis une fille du roman. Ouais. J'aime le roman, j'aime les histoires, j'aime le mensonge, le bricolage, l'imagination. Enfin, ma présentation était un peu fallacieuse parce que c'est pas si classique que ça. Vous bouleversez les époques, hein, dans cet inconnu. Donc il y a même une construction que je trouve extrêmement euh, à la fois complexe et belle. Mais voilà, non, je faisais juste appel au rapport à la fiction, quoi. Donc, on n'est pas nécessairement dans une narrativité classique en allant d'un point A à un point Z jusqu'à ce que mort du livre s'en suive. Mais, J'espère. euh, mais quand même, vous avez besoin de passer ça par le prisme de la fiction. Oui, et aussi, je me rends compte, voilà, je crois que quand on écrit, on cherche toujours à se corriger ou à faire autre chose. Et j'ai aussi besoin du rapport à l'histoire. Je me rends Oui, compte que les figures que je choisis appartiennent à notre histoire, oui. que ce soit Isabelle Eberhardt ou l'aventure des Pieds Rouges ou même cet inconnu qui est ancré dans l'histoire camerounaise et des relations entre la France et le Cameroun. Et je crois pas, enfin, j'espère, j'espère que c'est pas une manière comme une sorte de paravent ou de tremplin de s'appuyer sur cette chose-là et de construire autour. Euh, je voudrais que ce soit davantage se saisir de ces figures historiques et les éclairer d'une autre manière, comme seul le roman peut le faire, euh, sans nier la force d'un livre d'histoire, d'un essai ou d'une biographie, mais vous avez parlé d'une idole, enfin de Modiano. C'est une manière d'éclairer par l'ombre, par le rien, par le souvenir, par la trace. Donc, Et c'est en même, et en même temps, ça vous permet de rester cet inconnu que vous êtes finalement pour voilà. pour vos lecteurs. Euh, Ouais. vous pourriez envisager quelque chose qui soit plus direct, peut-être plus contemporain ou
ou qui se passe qu'à Paris, enfin je sais pas, quelque chose d'assez radicalement différent. C'est pas un souhait, c'est une question. Dans les livres à venir. Vous savez, c'était, pardon pour la cuistrerie, c'était Truffaut qui disait qu'il faisait toujours un film contre le précédent. Vous, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Mais est-ce que vous pourriez envisager un jour de faire un livre contre les précédents, si j'ose dire? Alors, contre, je ne sais pas, mais où le présent serait davantage... enfin, avec un... ouais, c'est difficile. Je sais pas. Je sais pas. Par exemple, non, mais la seule manière de vous répondre de façon un peu juste et pas comme ça en l'air, ce serait de vous parler du prochain que j'essaye d'imaginer en ce moment. Et vous allez sourire parce que ça part aussi d'une figure historique, hein, et révolutionnaire. Donc là, c'est comme si je me plaçais encore sur un terrain confortable, hein, même si ça ne l'est pas. Ce serait, j'ai une figure qui me passionne, c'est celle d'Inès Armand. Est-ce que vous la connaissez, Inès Armand? Oui. Ça a été le grand amour de Lénine, mais ça dit très peu de ce qu'elle était en réalité. Pour moi, elle était une intellectuelle, une communiste qui a pensé le féminisme, la révolution, qui a rencontré Lénine en effet en 1910 à Paris, alors qu'elle avait vécu une grande partie de son adolescence et de sa vie de femme en Russie, et qui qui va être la grande passion, le grand amour de Lénine, et ne jamais le quitter au point de le suivre dans chaque exil, y compris lorsqu'il rentrera en Russie, et qu'elle continuera à l'inspirer. Voilà. Et donc, évidemment, j'aimerais raconter la vie de cette femme, mais je cherche aujourd'hui la forme, sans doute parce que je ne veux pas le faire comme j'ai fait avec Vers la mer ou Les Pieds Rouges ou Nos années rouges ou C'est inconnu, et que je voudrais sans doute coller à l'histoire aujourd'hui et plutôt m'intéresser à la façon dont le communisme vit, l'engagement, en imaginant... voilà. Mais là, c'est vraiment de l'ordre de... Je vous livre mes interrogations présentes sur la forme et sur le ton. Et j'ai sans doute envie d'un jeu, ouais. J-E, qui ne fera pas de moi moins une inconnue que les précédents livres, mais qui raconte quelque chose d'une femme communiste engagée d'aujourd'hui. Et qui peut aussi se rapporter à quelque chose qui est beaucoup pratiqué et de façon extrêmement intéressante ces temps-ci, c'est-à-dire ce qu'on appelle en bon français le non-fiction novel, quoi, d'une certaine manière. C'est je sais pas, ensuite on va laisser... Non, parce que alors, moi j'adore ce genre, et j'imagine qu'il n'y a pas plus difficile que de faire parler Céline, de faire dire Céline. Lapsus Lévi. Non, mais ça, alors je ne sais pas. D'autant plus que je vous ai dit que je ne crois pas qu'on puisse véritablement raconter des vies et que c'est des aventures romanesques. Et donc, jamais je me lancerai, même s'il y en a qui l'ont fait magnifiquement bien, je ne ferai pas parler à la première personne Inès Armand et Lénine et imaginer. C'est pour ça que. Ça me paraît très risqué. Je m'intéresse à la forme, et c'est pour ça que je n'ai pas fait parler non plus Isabelle Eberhardt. En revanche, je ne passerai pas non plus par le récit littéraire, donc la non-fiction, même si c'est un genre que j'aime beaucoup et que je publie et qui pour moi est important, mais parce que j'ai besoin de fiction, précisément. Et donc, je vais essayer de travailler la question du présent, la question de la fiction, du drame, aujourd'hui, au regard de l'héritage, de la mémoire, de cette histoire d'amour et de cette histoire politique. Alors, je l'ai dit, vous êtes éditrice pour les éditions Lattès, où vous nous recevez aujourd'hui, je crois, d'ailleurs. Oui. Est-ce que parfois vous dites, tiens, c'est marrant, je publie les livres que je ne saurais pas faire, plus que je ne voudrais pas faire, que je ne saurais pas faire,
Non, je me dis jamais ça. Non, non, Vous, non, vous publiez uniquement des livres qui sont moins bons que les vôtres, c'est ça? non plus. Non, non, mais ça, c'est de l'ordre vraiment du fantasme, enfin, légitime qu'on peut imaginer autour de l'éditrice qui écrit. Non, d'abord parce que ce qui compte pour moi autant, c'est les textes des auteurs et que ce que j'écris, mais sans concurrence. Hmm. Ça, c'est ma manière de Pardon, respirer. vous étiez éditrice avant d'être romancière ou c'est Oui, ouais, oui, ouais. oui, oui. Euh, Oui, oui, mais en même temps, j'écrivais avant de devenir éditrice. Donc, si on cherche ouais. exactement ce qui a, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux choses me sont autant vitales l'une que l'autre, et Ouais. que les textes des auteurs sont des illuminations. C'est des coups de foudre, c'est des rencontres, c'est des textes qui seront toujours là, c'est des auteurs qui vont m'accompagner et j'espère qui me maintiendront leur confiance et leur affection, comme il y a de l'affection entre une éditrice et ses auteurs longtemps. Voilà, c'est essentiel. Ouais. Donc non, je ne publie pas les textes que je ne peux pas faire. Je publie les coups de foudre, les textes vitaux Et est-ce qu'il vous qui arrive restent. de susciter des textes? C'est-à-dire, est-ce qu'il vous arrive de vous dire, tiens, de proposer à quelqu'un qui n'est pas nécessairement du catalogue Lattès, hein, dire, bah voilà, tiens, euh, non pas dans un rapport qui serait celui de transfert, comme on peut le voir dans le football par ailleurs, même si ça existe aussi en littérature, mais euh, Mm. de susciter un projet ou de savoir faire naître un désir qu'il ignore chez un auteur, pour être plus précis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Mais, Euh, il y a, peut-être, j'espère que ça m'est arrivé par les conversations qu'on peut avoir avec un auteur et par ce qu'on devine. Mais comme ouais, vous l'avez fait vous-même en me parlant de ce que j'avais envie de faire et de mon rapport au présent et de ma manière de dire je, c'est exactement la conversation littéraire que je peux avoir avec mes auteurs en leur demandant quelle ambition ils ont pour leur prochain texte et comment ils pourraient écrire contre leur prochain texte pour être pour aller plus loin, enfin et ça cette considérez, chère Anne-Sophie Stefanini, cette conversation vous voulez me publier. comme un long CV de candidature, beau lapsus, pour les éditions Lattès, oui, que je vous. Mais non, Très non, bien. je plaisante. Mais j'aimerais on fasse. Vous savez, c'était Barthes qui disait que l'enfance, ça s'en allait jamais tout à fait. Et qu'on parle de la petite Anne-Sophie, si vous y consentez. Quelle lectrice était-elle? Quels ont été les premiers textes vraiment marquants, ou peut-être pas les textes d'ailleurs. Je me souviens que c'est une anecdote que je raconte souvent, que nos auditeurs s'excusent s'ils m'ont déjà entendu raconter ça. Une fois, je rencontrais le grand écrivain, hélas disparu maintenant, James Salter, grand écrivain américain. Et vous serez d'accord, j'en suis sûr. Et, pour moi, le plus grand d'ailleurs du demi-siècle écoulé. Ouais. Et je lui posais cette question, en gros, comment êtes-vous devenu écrivain, quel texte, et comme on venait de parler de beaucoup de littérature, il en parlait très bien, on venait de parler de Nabokov, de Colette, qu'il connaissait parfaitement, je m'attendais à quelque chose comme ça. Et ce à quoi il me rétorque quelque chose de totalement différent. Il me dit, bah, c'est pas compliqué, j'étais enfant, mes parents achetaient un magazine qui devait être Time, je crois, vous savez, ce magazine rouge avec une Mhm. photographie en noir et blanc sur la couverture. Euh, et sur cette photographie, il y avait un grand monsieur assez musclé, assez âgé, mais assez séduisant malgré son âge. Torse nu,
Et il avait à son bras droit une grande et très belle blonde, et à son bras gauche un immense espadon. Et c'était, vous l'aurez peut-être J'ai compris, deviné. Ouais, oui. Ernest Hemingway. Et il me dit tout. Je me suis dit, moi aussi, je veux un jour, Je veux être. je veux le poisson et la femme. Alors, sans aller jusque-là, C'est est-ce que drôle que tu aies dit ça parce que vraiment, on ne l'imagine pas. Ensuite, je sais que vous avez lu Tout Salter et vous savez que j'ai lu Tout Salter aussi et que ça fait partie de ma bibliothèque, comme Juan Marcé ou d'autres. Mais je ne l'aurais pas imaginé vouloir La femme blonde et l'espadon, mais je vais relire bah, ces livres en pensant à ça. il faut toujours relire Salter, mais c'était évidemment une plaisanterie, mais qui Ouais. fait référence aussi à quelque chose qui existe, je crois, c'est-à-dire le mythe de l'écrivain, quand même. Mm. Non, moi, j'ai une anecdote. Je crois que c'est le premier moment non pas où j'ai lu, où ça a été une illumination, un coup de foudre, mais où un texte, et donc ce qu'avait fait un auteur, m'a obsédée pendant des semaines. Et je ne saurais pas exactement dire quel âge j'avais, parce que c'est presque indatable, mais je me souviens encore de l'édition. Et je lisais sans doute à la demande d'un professeur, Premier amour de Tourguenieff. Et je suis certaine qu'il devait y avoir répondez aux questions pour être sûr qu'on l'avait lu. Enfin voilà. Moi, j'étais une élève, j'aimais que lire, donc c'était facile. Mais tout d'un coup, ce texte-là, peut-être qu'on le lisait trop tôt, ou peut-être que j'avais le désir de le comprendre mieux que mon âge ne me le permettait et mon expérience. Mais ça a été de l'ordre de l'incompréhension, pas de ce que je lisais, mais de ce qu'il avait voulu dire, de ce qu'il avait voulu poser, de l'enjeu, de ce qui se déjouait dans cette histoire d'amour et de jalousie et de famille, de rivalité. Et je me souviens très précisément de l'enfant Anne-Sophie, puisque, euh, qui a relu une fois, deux fois, trois fois le texte, de façon presque obsessionnelle, comme plus tard j'aurais des obsessions pour des auteurs, pour des écrivains, pour des drames, en essayant de comprendre. Et je crois que ça voulait dire que soudain j'avais le sentiment qu'un auteur proposait un mystère et qu'il y avait 1000 lectures possibles, et sans doute que j'ai été pris d'un vertige en me disant mon Dieu, est-ce que tu es sûr d'avoir assez compris? Est-ce que tu es sûr d'avoir été à la hauteur de ce que l'auteur voulait te proposer par cette histoire? Et ça, c'est vraiment le moment où sans doute je me suis dit je ne sais pas si j'écrirai, je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais je continuerai tout le temps d'être cette lectrice-là euh, qui va lire jusqu'à l'épuisement, même jusqu'à la colère de ne pas comprendre, de ne pas savoir. Voilà. Ouais. On arrive peu ou prou vers la fin de notre entretien. Juste un addendum biographique. Donc, je parlais de la petite Anne-Sophie. J'imagine que vous avez quand même vécu dans un univers où le livre était assez présent. Je me trompe? Non, très présent, bien sûr, mais pas tellement le roman. Oui. Je crois que ça vient de l'école et ensuite des voyages et d'un goût. Mais le roman était moins présent à la maison que les Alors, livres d'histoire. je vais me permettre en matière, alors là pour le coup de conclusion, et sans vous avoir prévenu le moins du monde, de vous, D'accord. de vous demander de vous faire mon interprète et de présenter l'auteur que nous allons recevoir après vous dans quelques jours, là, que vous connaissez bien, je crois, donc c'est pour ça que je me le permets, et qui sera Sylvain Prudhomme, qui a obtenu le prix Femina cette année pour son dernier roman. Si vous deviez conseiller aux gens de suivre cette conversation au carré visiophone avec Sylvain Prudhomme, qu'est-ce que vous diriez de Sylvain Prudhomme et de ses livres? Alors, j'ai découvert Sylvain Prudhomme par son premier roman, euh, publié chez Gallimard, qui s'appelait Là avait dit Bailly. Et depuis que j'ai lu ce premier texte, ensuite, j'ai guetté chaque texte de cet auteur.
Légende, Les Grands, et puis son dernier, dont évidemment le titre m'échappe, mais je sais que vous le connaissez, n'est-ce pas? Ouais, moi Olivier, aussi. voilà. Moi aussi. Non, mais ça, c'est quand on aime trop les auteurs, ils font partie de nous et donc Ouais, on peut prendre des libertés. Et la façon dont Sylvain Prudhomme écrit justement bon, son écriture, son style, sa musique, sa manière de raconter des vies par sans doute à la manière peut-être modianesque aussi, par le biais, par l'écart, par l'ombre. Enfin, ça fait partie des écrivains les plus beaux d'aujourd'hui que on rêve de publier quand on est éditrice. Et quand on est lectrice, qu'on rêve de retrouver à chaque rentrée. Ouais. Alors, je remontre ça, j'y tiens beaucoup. C'est un livre d'hiver, c'est un livre de nuit. Donc, ce sera absolument idéal, plutôt que de lire n'importe quoi sur la plage cet été, dans un contexte totalement différent, même si la mer est là quand même un petit peu dans votre livre. Mais c'est quand même surtout un livre urbain. Sept inconnus d'Anne-Sophie Stefanini aux éditions Gallimard. Anne-Sophie, merci infiniment de vous être prêtée Merci, Olivier. cet exercice inaugural dont j'espère qu'il n'aura pas trop De Spitz. et surtout j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir s'entretenir à nouveau ensemble, mais cette fois-ci en vis-à-vis avec le En public vrai. de Super. Saint-Médard. Voilà mon souhait le plus cher. Merci Anne-Sophie. Merci à vous. Merci.